Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur les bons étudiants. Aujourd'hui, nous allons voir le programme de minimisation des coûts. Donc, nous allons voir qu'est-ce que c'est que pour un producteur que de minimiser les coûts. Et surtout, pendant cette vidéo, nous allons faire un exemple qui va vous illustrer en fait comment résoudre un problème où il faut minimiser les coûts. Donc, nous allons tout d'abord voir dans un premier temps qu'est-ce que c'est que minimiser les coûts, puis voir comment on commence à résoudre de manière générale un problème de minimisation des coûts. Et puis enfin, nous ferons un exercice, un exemple avec des calculs et on trouvera la bonne réponse pour minimiser le coût. Donc comment on trouve le couple d'inputs qui minimise les coûts. Donc tout ça, on le fera dans cette vidéo. Donc je vous recommande très fortement de regarder cette vidéo attentivement et surtout jusqu'à la fin. Donc lorsque nous voulons minimiser les coûts, en fait, on cherche la combinaison la moins chère permettant de produire un niveau de production donné Y bar avec la technologie de la firme. C'est-à-dire que vous voulez produire, imaginons que vous avez une commande, vous voulez produire 100 voitures, vous êtes une usine à voitures, vous voulez produire 100 voitures, mais vous voulez savoir quelle est la meilleure manière de produire ces 100 voitures pour que ça vous coûte le moins cher possible. C'est-à-dire la combinaison, en fait, imaginons que pour produire des voitures, il faut juste deux ingrédients, on va dire, deux matériaux. Ben, ces deux matériaux, quelle est la combinaison de ces deux matériaux la plus optimale possible pour pouvoir avoir un coût qui sera minimum. Donc, c'est ce que nous allons chercher à faire ici. Donc, l'objectif, c'est que P1 fois X1 plus P2 X2 soit le minimum possible. Donc, ça, c'est l'objectif. Et la contrainte, c'est qu'il faut que Y bar, avec ses X1 et ses X2, appartiennent bien sûr à la fonction et à la contrainte technologique. Ça, de toute façon, nous allons le faire dans l'exemple pour que vous puissiez comprendre. Donc, qu'est-ce qui est donné? Dans l'exercice, on va nous dire en fait le niveau Y bar. On va nous donner P1 et P2 sont donnés. Le producteur connaît le volume de production vendable Y bar. Donc, on connaît Y bar, on connaît P1 et P2, et ce qu'on cherche à déterminer, c'est X1 et X2 optimal. Donc, X1 étoile et X2 étoile. D'accord? Donc, la contrainte de la firme est la contrainte technologique, comme vous le savez. Seules certaines combinaisons d'inputs permettent d'obtenir un certain niveau d'output. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir n'importe quelle combinaison d'inputs, juste la moins chère. Parce qu'il faut aussi que ces X1 et ces X2 appartiennent à la fonction de production. Donc, il faut que ça respecte ces deux contraintes, la contrainte de coût minimum et la contrainte technologique. Donc, il faut que ça appartienne à la fonction de production. La contrainte technologique est représentée par une isocante de Y qui est le niveau de production recherché. Si on considère une fonction de production comme de glace, comme celle qu'on aura souvent, très souvent à faire, f de x1, x2 est égal à x1 puissance a, x2 puissance b. Donc, comme vous le savez, une fonction coupe de glace, c'est cette forme-là. L'équation d'une isocante de niveau y bar est tout simplement, en fait, comment on trouve ça? On va le faire ensemble ici. Donc, vous avez une fonction f de x1, x2 qui est égale, comme dans tout à l'heure, donc à x1 puissance a, x2 puissance b. D'accord? Et nous, ce qu'on veut, c'est, lorsqu'on a un niveau y bar, quelle sera l'isocante? Donc, je vous rappelle, il faut juste mettre que y bar est égal à ça, donc x1 puissance a, x2 puissance b. Puis, ce qu'il faut faire, c'est isoler x2, d'accord? Le mettre tout seul. Et comment on fait ça? Tout d'abord, on va diviser y par x1 puissance a, parce que là, c'est x1 puissance a fois x2 puissance b. Mais nous, ce qu'on veut, c'est x2 tout seul. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va, dans un premier temps, diviser y bar par x1 puissance a pour avoir x2 puissance b de ce côté. Et lorsqu'en fait on veut retirer la puissance d'un nombre ici et on veut qu'il soit seul, on va multiplier, on va mettre ça à la puissance 1 sur b. Parce que comme ça fera b sur b, et dans ce cas, ça fera partir la puissance b. Mais en faisant ça, comme dans l'exemple ici, il faut tout mettre à la puissance 1 sur b. C'est pour ça, en fait, ça, on enlève, on oublie. Donc, on fait 1 sur b. Et du coup, on va avoir y bar x1 sur a puissance 1 sur b. Et ici, on aura x2. Puisque quand on fait 1 sur b, du coup, le b, ça annule. Et du coup, ce qui nous reste, c'est x2.
Et ici, il faudra du coup mettre 1 sur b, parce que si on fait quelque chose, un calcul d'un côté, il faut faire la même chose de l'autre. Donc c'est pour ça qu'on vous dit que lorsqu'on veut trouver une isocante avec un niveau y bar, on aura ça. Mais souvent, en fait, en réalité, a et b, ça va être donné. On peut faire un exemple pour vous montrer. Souvent, en fait, la fonction, on va dire que c'est f de x1, x2 est égal à x1 puissance 2, x2 puissance 1 demi. D'accord? Et là, y bar, on va dire que c'est égal à 10 ou à 4. Et là, en fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut dire c'est 4. Comme tout à l'heure, juste là, on a des valeurs 4 x1 puissance 2, x2 puissance 1 demi. D'accord? Et maintenant, comme tout à l'heure, il faut isoler le x2. Donc, comme tout à l'heure, encore une fois, on va diviser en premier par x1 puissance 2 est égal à x2 puissance 1 demi. Là, vu que ce qu'il faut faire, c'est multiplier par l'inverse. Donc, 1 sur 2, c'est 2 sur 1. Mais 2 sur 1, ça fait 2. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on met tout ça au carré. Donc, puisque nous, ce qu'on veut, c'est juste x2. Donc, pour faire partir le puissance 1 demi, on met tout ça à la puissance, puisque je le fais ici pour que vous compreniez mieux. x1 puissance 1 demi, si on veut juste x2 tout seul, fait x2 puissance 1 demi, si on veut juste le x2 tout seul, ce qu'il faut faire, c'est tout mettre à la puissance carrée. Dans ce cas, la puissance carrée va se multiplier avec le 1 demi, et 1 demi fois 2, ça fait 1, et x2 puissance 1, ça fait x2. C'est pour ça que on met tout à la puissance carrée. Mais si on a fait à la puissance carrée ici, il faut donc tout mettre à la puissance carrée ici. Et ça, en fait, à la place de mettre tout ça à la puissance carrée, on peut juste développer la puissance 2 sur toutes les valeurs qu'il y a ici. Donc, 4 à la puissance carrée, ça fait 16. Et x1 au carré, ça fait x1 puissance 4 est égal à x2. Et ça, en fait, c'est l'équation d'une isocante de niveau y bar égale à 4. Donc, on a fait une petite parenthèse pour quand même que vous compreniez comment on trouve les isocantes. Maintenant, on avance. Donc, il faut donc trouver la combinaison d'inputs situés sur l'isocante et sur la droite d'Isoku la plus basse possible. Donc, dans la dernière vidéo, nous avons vu qu'est-ce que c'est que la droite d'Isoku. Donc, j'y reviens pas. Et là, en fait, on va directement comprendre cette phrase. Donc, on nous dit qu'il faut trouver la combinaison d'inputs situés sur l'isocante et sur la droite d'Isoku la plus basse possible. Ça, normalement, cette phrase, ça devrait vous rappeler quelque chose. C'est dans le consommateur, lorsqu'on cherchait le panier optimal avec la courbe d'indifférence et la contrainte de budget. Donc, représentant le problème de minimisation graphique graphiquement dans le plan x1, x2. Donc, la solution à la minimisation du coût est caractérisée par une condition de tangence. Donc, en fait, on nous dit que le choix optimal des inputs qui vont permettre de produire un niveau y, ben, ça correspond à cette isocante-là, puisque le producteur, il sait le niveau y bar. Donc, il trace son isocante. Et après, ce qu'il cherche, c'est le coût le plus bas. Et le coût le plus bas, c'est l'isocante, c'est la droite de coût d'Isoku qui va être la plus basse et qui va être tangente par rapport à l'isocante qu'il a tracée. Donc, et quand il a fait ça, il trouve les inputs qu'il lui faut pour produire sa commande avec le moins de coûts possible. La pente, en fait, et à ce point-là, en fait, la pente de l'isocante doit être égale à la pente de la droite de l'Isoku. Puisque à ce point, la droite a une pente moins P1 sur P2. Ça, on l'a vu dans la dernière vidéo. Et ici, la pente de l'isocante en ce point-là, c'est égal au TMST. Et le TMST, donc on dit que le TMST doit être égal à moins P1 sur P2. Ou bien que le TMST en valeur absolue doit être à P1 sur P2. Nous, c'est ce qu'on va utiliser. Parce qu'en fait, vu que le TMST il est négatif et que ça c'est négatif, ça ne sert à rien de mettre le signe moins à chaque fois. Donc, c'est ce qu'on va faire dans l'exemple. Sans cette égalité, la firme ne minimise pas ses coûts. Et nous allons voir, de toute façon, dans l'exemple, je pense, vous devrez mieux comprendre. Mathématiquement, en fait, il suffit de résoudre un problème avec de deux équations à deux inconnues. Là, en fait, on avance dans le processus de cours pour après faire notre exercice. Donc, en fait, il suffit juste en fait d'avoir la dérivée de la fonction de production par rapport à x1. Parce qu'en fait, le TMST, c'est quoi?
Pourquoi on dit ça? Tout simplement parce qu'en fait, le TMST, c'est égal à f' de x sur f' de x2. Parce que le TMST, c'est la productivité marginale de x divisé par la productivité marginale de x2, avec un signe moins. Mais nous, on avait dit que le signe moins, on ne le mettait pas, donc on enlève le signe moins, et le signe moins aussi, ici, on va l'enlever. Du coup, c'est la productivité marginale de x1 divisé par la productivité marginale de x2. C'est pour ça qu'on a mis ça. Est égal à P1 sur P2. P1, c'est le prix de l'input 1. P2, c'est le prix de l'input 2. Et la deuxième équation, il faut que Y bar, il faut que ce couple-là qu'on trouve de X1 et X2 appartienne à la fonction de production. Ça, dans l'exemple, je pense que vous allez très bien le comprendre. Nous obtenons ainsi les fonctions de demande conditionnelles de facteurs, donc X1 étoile, X2 étoile. Et après, si on veut calculer le coût minimum, on remplace juste X1 étoile et X2 étoile dans la fonction de coût qu'on aura fait au début. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse l'exercice pour que vous puissiez beaucoup mieux comprendre à la place de toute cette théorie. Mais bon, il fallait quand même bien la faire pour comprendre pourquoi on fait tout ça. Donc, on a un exemple, on a une fonction de production, donc x1 puissance 1,5 fois x2 puissance 1,5. On a P1, donc le prix de l'input 1 qui est égal à 2, le prix de l'input 2 qui est égal à 4, et on veut produire un niveau de production, y bar est égal à 200. Donc, on va dire que c'est un pizzaiolo, il a une commande de 200 pizzas, les tomates valent 2 euros et la farine vaut 4 euros. On va savoir quelle est la meilleure combinaison pour produire ces 200 pizzas avec X1, X2 le moins cher possible. Donc, combien il faut que j'achète de X1, combien de X2 pour que cette commande me coûte le moins cher possible et donc, a posteriori, faire un bon profit. Pour minimiser les coûts, il faut que la pente de l'isocante soit égale à la pente de la droite d'isocoût. Donc, TMST égale à moins P1 sur P2. Mais comme nous, on a dit, le signe moins, on l'enlève. Donc, si on met TMST en valeur absolue, ça fait P1 sur P2. Donc, TMST, c'est la productivité marginale de X1 sur productivité marginale de X2. Et ça, en fait, c'est la dérivée de cette fonction par rapport à X1 divisé par la dérivée de cette fonction par rapport à x2. C'est ce que j'ai fait ici. La dérivée de cette fonction par rapport à x1, c'est très facile à calculer. Là, je l'ai directement mis, mais on va le faire ensemble pour que vous puissiez peut-être un peu mieux comprendre. Donc, la dérivée de ça par rapport à x1, c'est quoi? Le 1,5 passe devant. On a 1,5, parce que là, c'est x1 puissance 1,5. 1,5, x1, et là, 1,5, il perd 1, moins 1. Puisque quand on a x puissance n, sa dérivée, c'est x puissance n, x puissance n moins 1. D'accord? Par exemple, x au carré, sa dérivée, c'est quoi? C'est 2x. Parce que le 2 a perdu 1, donc ça fait 2x puissance 1. Mais ça, on le met rarement. X puissance cube, sa dérivée, c'est 3x au carré. D'accord? Donc là, c'est pareil. 1,5, ça fait 1,5 x1. Et ici, moins 1,5. Puisque 1,5 moins 1, ça fait moins 1,5. Et là, on remet le x2 puissance 1,5. Puisque on dérive par rapport à x1. D'accord? Pour x2, c'est pareil. Donc là, par contre, le x1 puissance 1,5, je le remets. Parce que je dérive cette fois-ci par rapport à x2. Donc je remets le x1 puissance 1,5. Et là, pareil, le 1,5 passe devant. Donc ça me fait 1,5. Et là, le x2 puissance 1,5 va devenir x2 puissance moins 1,5, comme pour le x1 tout à l'heure. Donc, c'est ce que j'ai mis ici. Ici, c'est par rapport à x1, donc ça fait 1,5 x1 puissance moins 0,5, c'est moins 1,5, juste que j'ai mis moins 0,5, ça sera mieux. Et x2 puissance 1,5, et en bas, c'est la productivité marginale de x2, donc je dérive cette fonction par rapport à x2, comme on l'a fait tout de suite là. Et ça me fait x1 puissance 1,5 fois 1,5 de x2 puissance moins 0,5. Là, pour simplifier, pourquoi j'ai ça? Tout simplement, on va faire une manipulation pour simplifier, parce que là, il y a beaucoup de moins, etc. Ce que je fais, c'est que ça, je vais le faire monter en haut. Le x2 puissance moins 0,5, je le fais monter en haut. Ça va faire x2 puissance 0,5. Et donc, x2 puissance 0,5 ici en haut fois x2 puissance 0,5, ça fait x2. D'accord? C'est pour ça que j'ai x2 puissance 1,5. Et là, le x1 puissance moins 0,5, je le fais descendre en bas. Donc, ça me fait x1 puissance 0,5. Et x1 puissance 0,5 fois x1 puissance 0,5, ça fait x1 puissance 1,5, 1,5. Les 1,5 vont se simplifier.
Et du coup, ce qui me reste, c'est x2 divisé par x1. Donc, je répète, pourquoi je me retrouve avec x2 et x1? Parce que le x1 puissance 0,5, je le mets en bas, et le x2 puissance moins 0,5, je le mets en haut. Et du coup, ça se simplifie, et j'ai x2, x1, et les 1,5, ils simplifient, parce qu'il y en a un en haut, un en bas. Donc, j'ai mon TMST qui est égal à x2 divisé par x1. Donc ça, c'est ma première équation. On avait dit que c'était un système à deux équations. La première équation, c'était que le TMST est égal à P1 sur P2. P1, c'est 2, P2, c'est 4. Donc le TMST x2 sur x1 est égal à 2 sur 4. Et il faut aussi que f de x1, x2 est égal à y bar. F de x1, x2, c'est quoi? C'est x1 puissance 1 demi fois x2 puissance 1 demi. On est bien d'accord? Y bar, c'est 200. Donc il faut que ça soit égal à 200. Et donc là, ce que je dois faire, c'est la méthode de la substitution. Ici, je vais isoler le x2. C'est ce que je fais. Donc, pour isoler le x2, si vous ne savez pas comment faire, vous le cachez avec votre doigt. Vous faites un produit en croix. x1 fois 2, ça fait 2x1 divisé par 4. 2x1 divisé par 4 est égal à x2. D'accord? Étoile. Donc là, c'est ce qu'on cherche. J'aurais pu simplifier et mettre que c'était égal à 1 demi. J'ai préféré garder comme ça, puisque beaucoup d'élèves n'auront pas eu peut-être l'idée de le faire. Donc moi, je laisse comme ça pour peut-être complexifier un peu le truc. Mais on aurait obtenu le même résultat si on aurait directement simplifié ici par 1 divisé par 2. Mais j'ai laissé comme ça, peut-être pour aggraver un peu la difficulté, et au moins vous voyez un exercice un peu plus complexe que si j'avais mis un demi, ça aurait été un peu plus rapide. Et donc là, en fait, ce que je fais, c'est que je remplace le x2 ici par sa valeur que j'ai trouvée en haut. Ici. Donc ça, c'est ce que vous pouvez voir. Donc à la place de mettre x2, maintenant que x2, je sais qu'il est égal à 2x1 puissance 4, là mon but c'est de trouver la valeur de x1 pour après la réinjecter ici. Donc c'est pour ça que je remplace x2 puissance 1 demi par 2x1 puissance 4 et je le mets quand même à la puissance 1 demi. Ça à la puissance 1 demi, ça veut dire en fait que toutes les valeurs vont être à la puissance 1 demi. Donc 2 puissance 1 demi, x1 puissance 1 demi et 4 puissance 1 demi. Et en plus la puissance 1 demi c'est équivalent à la racine. Donc c'est pour ça que je remplace toutes les puissances 1 demi par la racine. Comme ça, au moins, c'est plus beau à voir. Parce que quand on a trop de puissance 1 demi, on s'y perd. Donc, en fait, j'ai ça. Racine de x1 fois racine de 2 fois racine de x1. Si je multiplie, la suite, elle est ici. En fait, si je multiplie tout ça, racine de x1 fois racine de x1, ça fait x1. D'accord? La preuve, c'est que racine de 4 fois racine de 4, ça fait combien? Ça fait 4. C'est pareil pour x1. Parce que racine de x1, c'est 2 fois 2, ça fait 4. Donc racine de x1 fois racine de x1, ça fait x1. Donc c'est pour ça que j'ai x1 fois racine de 2 divisé par 2. Puisque la racine de 4, c'est 2. Donc là, je me retrouve ici. Et là, le but, c'est bien sûr d'isoler le x1. Donc, ce que je fais, dans un premier temps, c'est que je vais essayer de me retrouver avec, là, ici, le but, c'est de le faire disparaître, ça. Et donc, pour faire ça, je vais isoler le x1 comme je l'ai fait ici. Donc, pour faire ça, j'ai racine de 2 divisé par 2. J'ai deux possibilités. Soit je décide de faire monter ça ici. D'accord? Ou bien sinon, ce que je fais, c'est que je dis que ça, c'est 2 puissance 1 demi. Donc, 2 puissance 1 demi. Je fais passer ça en bas. Ça me fait ici, donc 2, ça à la base c'est puissance 1, mais en le faisant passer ici, ça me fait 2 puissance moins 1 demi. Donc ça fait 2 puissance racine de 2. D'accord? De racine de 2 ou de puissance 1 demi. C'est comme vous voulez. Si vous n'avez pas compris ce que j'ai fait, c'est très simple. Ici, racine de 2, c'est 2 puissance 1 demi. Parce que je vous ai dit que la puissance 1 demi et la racine, c'est pareil. C'est-à-dire que, je l'écris ici, x puissance 1 demi, c'est égal à racine de x. C'est pareil, la puissance 1 demi de 4 puissance 1 demi, c'est égal à 2. Parce que 4 racine de 4, c'est égal à 2.
Donc là, c'est pareil. Quand ici, j'avais racine de 2, c'est comme si j'avais 2 puissance 1,5. Le 2 puissance 1,5, je le fais passer en bas. Ça me fait 2 puissance moins 1,5. Puisque je vous rappelle qu'une puissance, quand elle change d'étage, elle change de signe. Donc là, j'ai moins 1,5. Et du coup, c'est pour ça que j'ai ici le 2 qui devient racine de 2. Tout simplement. Et donc, j'ai x1 puissance x1 divisé par racine de 2. Et donc, ça, je le multiplie ici. Et c'est pour ça que je vais avoir x1 étoile est égal à 200 fois racine de 2. Ça, bien sûr, c'est un nombre. Donc, j'ai x1 étoile qui est égal à 282,84. Donc, j'ai mon racine de 1. Et donc, mon but, c'est de trouver racine de 2. J'ai trouvé x1 étoile. Donc, la quantité d'input x1 optimale. Maintenant, mon but, c'est de trouver x2 optimale. Pour ça, je remplace x1 ici par sa valeur. Donc, je fais 2 fois 282,84 divisé par 4. Je trouve que c'est 141,41. Donc, x1 étoile est égal à 282,84. x2 étoile est égal à 141,42. Et donc, j'ai trouvé mes quantités d'inputs optimales pour produire y bar est égal à 200. Donc, mon pizzaiolo qui veut produire 200 pizzas, il a intérêt à prendre 282 kg de tomates et 141 kg de farine, ou inversement, peu importe. Mais ce qu'il faut, c'est qu'en fonction, si x1 c'était les tomates, il faut qu'ils prennent 282 kg de tomates et x2 142 kg de farine. Donc ça, voilà comment on résout un problème de minimisation de coûts. Donc il faut juste poser deux équations, isoler par substitution une première variable, puis l'injecter dans la deuxième équation, isoler le x1, trouver sa valeur et la réinjecter en haut pour trouver la valeur de x2. En tout cas, nous, c'est ce qu'on a fait. J'espère que cette vidéo vous a aidé à comprendre le programme de minimisation des coûts. Si jamais vous avez une question, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt sur les bons étudiants.